bon, c'est l'électronique. L'électronique, ce sont des machines, des appareils, et que ces appareils reposent absolument sur l'extraction minière, sur l'industrie minière. Et elle repose aussi sur la chimie. Donc on a là un premier gros problème, qui est que en fait, ces appareils qu'on a longtemps qualifiés de immatériels, parce qu'à travers eux transitent des données qui sont immatérielles, en partie, reposent sur ce qui est parmi les industries les plus polluantes qui existent. Mais ce partage-là, entre l'immatériel et l'industrie lourde, il a longtemps été possible aussi dans les imaginaires, parce que, en fait, la plupart d'entre nous ne savons pas comment fonctionne l'industrie minière aujourd'hui. Non pas sous ses formes extrêmes, qui sont parfois médiatisées, mais même sous sa forme normale. Et pour être dans du dur, quand on parle de cette industrie-là, en fait, de l'industrie du numérique, de l'électronique, il faut s'intéresser à ça. Le fonctionnement d'une mine industrielle aujourd'hui, ou pas forcément industrielle, puisque une grande partie du secteur minier repose sur le travail artisanal. Dans un ordinateur portable, on a une vingtaine de métaux différents. Dans un smartphone, on en a une soixantaine. C'est-à-dire presque l'intégralité des éléments chimiques. Ça représente à peu près la moitié du poids de l'appareil. Les exemples sont nombreux. Vous avez probablement entendu parler du cobalt, parce que c'est un des métaux sur lesquels il y a eu le plus de travail qui a été fait au niveau des ONG, du plaidoyer. Le cobalt, évidemment, indispensable dans les en tout cas très important dans les batteries, tout comme le lithium. On a du néodyme dans les bobines, les haut-parleurs, du tantal dans la carte mère et les circuits imprimés, ou de l'argent aussi, ou de l'or, là aussi dans la carte mère, les circuits imprimés. Et en plus de ça, qui sont des métaux assez classiques, on a toute une ribambelle de ce qu'on appelle les terres rares, qui sont 17 éléments dont on va se servir pour doper les usages et qui vont permettre la miniaturisation et les performances assez prodigieuses des appareils. Donc on pourrait se dire, mais en fait, où est le problème, puisque tous ces métaux sont présents à l'échelle du gramme ou du milligramme. Donc à la fin, est-ce que ces usages-là peuvent rivaliser en termes de nuisances avec les grandes infrastructures de cuivre, de fer et d'aluminium, les ponts, ces choses-là? Eh bien oui. Oui. Par exemple, les TIC, les technologies de l'information et de la communication, consomment 66% de la production mondiale de tantal. Près de la moitié de la production mondiale de gallium, d'indium, de cuivre aussi, et d'argent, et d'étain. Oui, donc en fait, ça représente une part qui est gigantesque. Quand on s'imagine une mine, on s'imagine qu'on va extraire un métal dont on va pouvoir disposer, et en réalité, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. On extrait des milliers de tonnes de roches qui servent à rien, qui sont juste sur le chemin. Ça va devenir des stériles, une forme de déchets particulièrement nuisible, parce que en contact avec l'air et l'eau, il crée un drainage minier acide, enfin, selon les éléments qui sont présents, d'autres formes de pollution. Donc on a déjà là, avant même d'avoir accédé à un quelconque type de minéral, un énorme problème presque de paysage de déchets, quoi. On est sur des collines nouvelles, des plaines nouvelles, des plateaux nouveaux. Au bout d'un moment, on construit très rapidement des paysages, c'est des volumes énormes. Et puis ensuite, on arrive au gisement, donc on va avoir des minéraux. Et là, interviennent des types de traitements très nombreux, très différenciés, selon les métaux qu'on veut obtenir. Interviennent des procédés chimiques extrêmement lourds. Pour vous donner une idée, l'or, la majorité de l'or dans ce monde est quand même utilisée pour faire des bijoux, hein, mais une grande partie sert à l'industrie, notamment à l'industrie électronique. Sur un projet comme le projet Montagne d'Or en Guyane,
par exemple, on avait des chiffres. Il s'agissait pour extraire le minéral qu'on va transformer en or à l'échelle atomique, grâce à un procédé qui s'appelle le procédé de Merrill-Crowe, qui date du 19e, qui n'est pas du tout moderne, et qui est fondé sur la cyanuration. Donc on va utiliser du cyanure pour essayer de récupérer l'or avec une réaction chimique. On a 65 000 tonnes de stériles par jour. Donc la roche dont on ne sait pas quoi faire, les stériles, 65 000 tonnes par jour, 3300 tonnes de cyanure par an. Et ensuite, il faut prendre en compte toutes les phases de transformation qui sont nécessaires pour passer du minéral au métal. Et là, on a des phases de transformation qui sont, par exemple, avec l'or, la cyanuration qui se fait sur place. Et ensuite, on peut suivre, on peut essayer de suivre, les concentrés métalliques à travers la planète, où ils vont être affinés successivement avec d'autres procédés chimiques et arriver en tant que matière première dans les usines d'assemblage électronique. Christophe Boltanski a fait une enquête, par exemple, sur l'étain. C'est un journaliste qui a fait un très très beau travail où il a essayé de suivre la cassitérite au Congo, qui devient l'étain, est allé jusqu'en Asie. Et donc il essaye de refaire la chaîne. Ça donne une très très bonne idée de l'amplitude de cette chaîne, de l'ampleur de cette chaîne, et de son caractère totalement invisible. Enfin, c'est vraiment une enquête policière, quoi. J'insiste là-dessus sur la mine, parce qu'en fait, les capacités de nuisance d'une mine industrielle sont très 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 grandes, puisque à mesure que les teneurs baissent, c'est-à-dire à mesure que la quantité de minéral qu'on peut récupérer est faible dans la roche, la présence est faible, il va falloir mettre en place, donc créer des déchets encore plus volumineux et mettre en place des traitements encore plus lourds. C'est pour ça qu'on se retrouve avec ces barrages miniers qui sont gigantesques et qu'on ne peut pas sécuriser. Et donc ça, c'est une menace majeure sur des écosystèmes, des habitats et en fait des cultures, puisque très régulièrement, quand ces barrages cèdent, parce que le volume de déchets est trop important, en fait, ça envahit les cours d'eau, ça descend dans les vallées et ça peut parcourir parfois 600 km, comme c'est arrivé récemment à 2 reprises au Brésil dans des mines de fer, donc détruisant des écosystèmes entiers sur 600 km. On y trouve les effluents, c'est-à-dire non pas les stériles, mais les autres types de déchets qu'on appelle les résidus, et qui eux sont issus du traitement chimique. Donc le problème, c'est que ces barrages sont extrêmement chargés en éléments toxiques, tels que par exemple le plomb. Quand c'est une mine d'or, c'est souvent l'arsenic, du cadmium, du chrome, voilà, des éléments très toxiques, d'où leur caractère particulièrement ravageur. Il y a une ONG qui s'appelle Uranium Watch et qui travaille à la base sur la lutte contre l'exploitation de l'uranium. Ils font un comptage très très régulier avec des sources fiables et sur des catastrophes. Ils en comptent 44 au cours des 10 dernières années. Pour dire que ça, c'est un phénomène qui fait disparaître très très rapidement les conditions de subsistance élémentaires de beaucoup de populations sur la planète, qui ont souvent la caractéristique d'être qu'on appelle des peuples indigènes, sur des terres collectives, avec un mode de vie qui n'est pas capitaliste et très très faiblement monétisé et fondé sur la marchandise. Le cuivre est essentiel pour l'électronique. Et la production mondiale de cuivre en 2015 était 300 fois plus élevée que la production moyenne sur la période des années 60. Dans les années 30, il fallait extraire 55 tonnes de minerais pour produire 1 tonne de cuivre. Aujourd'hui, c'est 125. Voilà. Donc ça donne une idée aussi du problème croissant qu'on a avec les déchets, qui fait que l'industrie minière est aujourd'hui dans une situation intenable. Le dernier rapport sur la dite transition écologique. Donc quelqu'un demandait tout à l'heure, c'est quoi la transition écologique? Une réponse très simple qu'on peut donner, c'est le fait de transition écologique, c'est qu'on transfère aux métaux la demande de puissance qui était auparavant faite auprès des énergies fossiles. C'est-à-dire que voilà, on transfère aux métaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Très cyniquement,
pas une utopie politique, quoi. C'est ce qui est en train d'être fait dans les organisations, par les grandes institutions, les élites. Et donc on transfère tout ça aux métaux. Ça veut dire qu'au niveau mondial, on va augmenter la production minière de 3 à 6. Alors, on est déjà aujourd'hui dans une situation qui paraît absolument une impasse. Le problème de l'électronique, c'est la production elle-même, qui est fondée sur des méthodes, en fait, une industrie très très intensive. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de ressources et de matières premières qui ne se retrouvent pas dans le produit fini. Mais par exemple, il faut beaucoup plus d'énergie, d'eau et de produits chimiques pour produire une puce que pour produire dans un grille-pain ou un appareil comme un sèche-cheveux. C'est pas parce que c'est petit que ça mobilise moins de ressources et moins d'énergie, c'est l'inverse, s'agissant de ces technologies sophistiquées. Et donc là aussi, on a un problème. Ce problème est invisibilisé par le fait que cette production est faite en Asie. Et que donc, on ne voit pas les effluents chimiques, toxiques qui sortent de ces usines. Et on ne mesure pas le fait que chaque objet connecté en fait, a un coût qui est très important. Le numérique, on pourrait le penser ainsi. On pourrait dire que le numérique repose sur un double extractivisme. Il y a dans un premier temps l'extractivisme minier, les ressources, et dans un deuxième temps l'extractivisme de la donnée, qui est résumé dans la formule data mining, où quand on dit les données c'est le nouveau pétrole, data is the new oil. Donc la matière première de cette industrie, ce sont aussi nos vies, nos pensées, nos conversations, nos images, nos achats. Et toutes ces données, elles sont extraites et elles sont traitées. Et elles aussi subissent de nombreux stades d'affinage afin d'être valorisées. Et tout ça pose un problème écologique en plus du reste. Quelques chiffres qui donnent une idée, qui sont puisés à la fois dans les travaux du Shift Project, une organisation qui défend le nucléaire, donc ça pose pas mal de problèmes, qui ont fait des travaux très sérieux sur l'impact du numérique. Le portail EcoInfo du CNRS et Green IT. Donc voilà, il y a une sorte de consensus, même si tout ça est assez difficile à mesurer en réalité, que depuis les années 2010, les émissions de gaz à effet de serre induites par le secteur numérique ont dépassé celles du trafic aérien et tournent autour de 3,5%. 3,5% des émissions mondiales sont liées au numérique. En fait, ça c'est énorme. Mais le plus préoccupant, c'est pas ça. Le plus préoccupant, c'est le fait qu'elles augmentent très rapidement. 6% par an. Et de la même manière que la quantité d'énergie finale qu'ils utilisent. Ça signifie qu'elles doublent en une décennie. C'est ce que je veux dire quand je dis le numérique est en train de devenir le cœur de la catastrophe écologique. C'est que ça va très vite. Un data center moyen, ça consomme autant d'électricité qu'une ville de 50 000 habitants. Donc, il faut aussi penser qu'il va falloir arrêter de numériser des pans entiers des activités humaines et surtout penser si c'est souhaitable de le faire. Et là, pour le coup, dans la discussion, on est sur un excellent exemple, c'est l'éducation. Alors, il faut vraiment réfléchir à est-ce que le fait de pouvoir faire des cours en ligne est vraiment souhaitable, sachant que dans ce trafic de données dont je parlais, c'est-à-dire l'augmentation exponentielle du volume de données qui pose un énorme problème climatique et énergétique, 80% c'est l'usage vidéo. On a entendu il y a quelques semaines Xavier Niel, donc le patron de Free, qui disait à la commission parlementaire la 5G est une formidable opportunité pour construire une société plus sobre. Tout est possible. Ce qu'il faudrait faire, c'est limiter la quantité d'objets acheter, réduire l'obsolescence, limiter en fait le trafic de données en limitant la bande passante dont on peut disposer. Et c'est exactement l'inverse qui est en train d'être fait puisqu'on déploie la 5G, donc on renouvelle massivement le matériel, sachant que plus de 40% des impacts liés au numérique, c'est le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, la part liée à l'usage qu'on en fait, est-ce qu'on recherche souvent, pas souvent, est-ce qu'on éteint la box dans la nuit, est-ce qu'on multiplie les applications, est-ce qu'on fait le ménage dans sa boîte internet, tout ça est complètement négligeable par rapport à la production elle-même du matériel. On argumente régulièrement que oui, mais l'efficacité augmente, donc on peut rester sur des courbes
comme celle-ci, et en réalité non, parce que l'efficacité augmente de 10% et le taux de croissance c'est plutôt 25%. 10 heures de vidéos en ligne, c'est l'équivalent de l'encyclopédie Wikipédia en anglais. Dans l'enseignement, pourquoi on fait ça? Mais manifestement, c'est un excellent cheval de Troie pour privatiser l'enseignement et soumettre le corps enseignant, qui est une corporation historique et qui est quand même une instance de blocage historiquement assez forte par rapport à l'État et par rapport à ce qu'il cherche à faire, pour les soumettre à une dimension qui va les prolétariser, c'est-à-dire où les enseignants vont avoir de moins en moins de prérogatives, de moins en moins de pouvoir sur leur propre métier, et où tout le monde va en pâtir, sauf Microsoft et les vendeurs de contenu et les gens qui vont essayer de monter des startups pour faire en sorte que la téléconférence soit plus interactive et plus confortable. Mais on est vraiment à ce moment où il faut ne pas céder au chantage sanitaire. Et là, pour le coup, l'idée de dire c'est soit la téléconférence pour les élèves et les étudiants, soit le confinement, c'est un chantage absolu. Je veux dire, les autres options, tout aussi viables et beaucoup plus simples à mettre en œuvre, n'ont pas été explorées, et on dit toujours la même chose: embaucher du personnel, séparer les classes, faire des cours en extérieur. Enfin, il y a tellement de possibilités qui ont été écartés du débat public. Donc je ne pense pas qu'il faille se résigner à vouloir juste faire des alternatives dans l'esprit du libre, quoi. Ça ne peut pas suffire. Sur le fait de ne pas être trop manichéen, de ne pas contester trop noir, trop blanc. Je trouve que l'expérience des compteurs Linky est vraiment un très bon enseignement. Là, je pense qu'il y a quand même une division sociale. Les intelligentsia, les gens qui sont dans l'édition, dans le journalisme, ne sont absolument jamais mouillés sur cette affaire. Parce qu'il y a toujours cette idée que critiquer la technologie, c'est un peu un truc de brut, c'est un truc de ludite, ça veut dire qu'on n'a pas trop compris les enjeux, en fait la technologie c'est toujours plus compliqué que ça, donc on ne peut pas critiquer frontalement. Donc on n'a que choisir, on a qui dit oui mais quand même pour la transition écologique c'est un bon outil, etc. Et puis là on a dans toute la France des gens qui sont très énervés pour d'assez bonnes raisons, la suppression des emplois, le gaspillage qui consiste à remplacer inutilement 35 millions de compteurs, potentiellement la surveillance, des effets sanitaires, et en fait le fait que Linky ça sert à privatiser Linky. Bon, donc voilà, un tableau absolument scandaleux. L'argument sur la transition écologique ne tient pas face à tout ça, c'est insuffisant. Et là, on a vraiment quelque chose qui part de la société, dans les campagnes, ignoré par la presse pendant 9 mois. Aucun article, seulement dans la PQR, presse quotidienne régionale, jamais dans la presse nationale. Incroyable. Et moi, je pense que c'est très important. Parce que là, justement, c'est un refus frontal qui a enseigné au reste de la société ce que ça voulait dire, les objets connectés. Et il faut absolument s'y opposer. Et ils ont eu parfaitement raison, et ils ont créé quelque chose, c'est-à-dire qu'ils ont créé un terrain de critique de cette chose-là, qui nous est quand même utile aujourd'hui à l'heure du pass sanitaire. Enfin, tout ce qu'on va nous imposer demain, c'est lié à ça, c'est des déclinaisons d'objets connectés pour la télémédecine et tout ça. Donc dans cette bataille culturelle, cette lutte frontale, prédécidée, a été très importante. Donc on a un problème énorme, qui est une sorte de préalable à toute discussion sur l'informatisation. Merci de m'avoir écouté.